Léo Leblanc. Bonjour Simon. Salut. Bonjour, désolez-vous avoir des consignes en anglais ou en français? En français. Parfait. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation seront considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes seront considérées comme étant non protégées. Le but de cette période vous sera annoncé lorsque la période non protégée sera terminée. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord des juges. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'arrivée de la question des juges. Je vais montrer les cartons affichant le temps, restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai les décomptes des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Léo Leblanc. J'ai fait ma carrière dans des coopératives, j'ai fait beaucoup de développement à l'international. Puis, dans le moment, je suis à la retraite, puis je fais de la consultation. Gilles Godette, je suis gestionnaire du développement des programmes et de l'expertise à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Bonjour. Donc, l'expérience. L'expérience est vraiment primordiale à l'intérieur d'un processus d'achat avec un client. Si vous ne faites pas vivre d'expérience de A à Z à un client qui est impeccable, vous devenez une commodité, ils vont vous magasiner avant d'acheter. Donc, vous avez compris ça très rapidement. Vous faites des machines sur mesure pour votre clientèle. C'est très, très bien. Par contre, il y a un petit laps qu'on va venir vous parler plus tard. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je vous présente Simon, Margelle et moi-même, Jean-François, sommes venus ici pour donner notre avis sur votre cas des Jeux du commerce Moncton 2017. Vous avez aperçu rapide dans notre présentation. Donc, on présente l'entreprise. Ensuite, on va faire une analyse FF1 qu'on appelle en fait vraiment interne et externe de votre entreprise. Nos recommandations et les stratégies pour le Mexique, pour ensuite finir avec notre plan d'action qu'on vous propose. Donc, notre constat. Qu'est-ce que l'ISOT Machine Vision? Dans le fond, c'est très simple. C'est une très solide expertise, une quinzaine d'employés, une présence qui est à l'international et surtout une écoute minutieuse des besoins de vos clients. Donc, pour ce qui est des défis qu'on a relevés à travers le cas, on a remarqué que vous prenez à cœur vos clients. Cependant, il faut vraiment faire vivre une expérience aux clients tout au long du processus de vente. De plus, il y a la langue et les différences culturelles où il y a des défis à relever aussi dans chaque pays. Donc, il faut s'adapter, il faut faire des recherches, donc c'est également un défi. Il y a également le taux de change avec divers pays qui va jouer en faveur des ventes ou en défaveur, tout dépendant. Puis il y a le frein à l'achat aussi, donc des clients. C'est-à-dire que lors de la motivation d'achat, le client peut être freiné parce que dès le départ, il y a une intangibilité du produit parce que celui-ci est personnalisé pour le client. Donc, au départ, il n'existe pas le produit. Donc, le client ne peut pas voir celui-ci. Donc, c'est pour ça qu'il y a un frein à l'achat, que c'est un défi à surmonter aussi. Donc, il faut montrer au client que le produit est convenu pour lui et convenable. Depuis, il y a la réglementation sur les exportations de machinerie à rayon X. Donc, ça, c'est surtout en Europe. Donc, c'est un défi également à relever. C'est ça. Donc, le mandat, ça va être de faire des recommandations en ce qui a trait aux défis en matière d'exportation à l'étranger ainsi qu'au développement de marché. Donc, ça, c'est vraiment plus général. Puis, plus spécifique,
c'est d'élaborer un plan de développement pour le marché du Mexique, donc le marché qui vous intéresse précisément. Donc, un diagnostic global de l'entreprise. Tout d'abord, avec la direction, on voit qu'il y a vraiment un sens des affaires aiguisé au niveau du président et du vice-président. Cependant, il y a beaucoup de tâches à effectuer pour les deux personnes. Donc, on a remarqué que le vice-président et le président doivent faire des fois des tâches de représentants. Donc, il y a beaucoup de tâches, puis ça peut être un petit peu lourd des fois pour la direction. En ce qui a trait aux ressources humaines, il y a vraiment des expertises diversifiées pour la conception du produit, l'ingénierie et tout. Mais il n'y a plus d'employés, donc il y a juste 15 employés. Des fois, à l'international, ça peut être une petite faiblesse. En ce qui a trait aux finances, on a supposé que vous avez une bonne santé financière, étant donné que vous vouliez aller à l'international. Donc, vous avez les capacités pour le faire. Pour ce qui a trait à la production, donc c'est vraiment une conception sur mesure, donc adaptée à la demande du client, aux besoins du client, donc ce qui est très bien. Cependant, pour faire le produit, c'est un long processus. Donc du départ, à savoir les besoins du client et tout, à faire les tests jusqu'à la fabrication de celle-ci. Pour ce qui est des ventes et marketing, donc il y a vraiment une bonne présence sur Internet. Vous avez un site Internet qui fonctionne avec la description, le fiche des produits et tout. Puis il y a un taux de vente complété par courriel, cependant, qui est un petit peu plus faible. Donc si je me souviens bien, c'était une vente pour 250 courriels envoyés environ. Pour ce qui est de l'innovation et la technologie, vous avez vraiment une technologie de pointe et une technologie de vision. Donc, c'est ça qui vous fait distancer de la concurrence. Donc, vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur ce point-là, ce qui est excellent. Donc, pour l'analyse interne, donc les forces, on a ciblé que le service était vraiment personnalisé. Donc, chaque client va être pris vraiment au soin. Il y a une excellente notoriété, donc ceux qui font affaire avec vous le savent, c'est de qualité. Puis vous avez des produits haut de gamme, donc c'est ce qui fait encore une fois que vous distancez de la concurrence. Pour les faiblesses, il y a vraiment un long processus pour l'élaboration d'une machine. Donc surtout s'il faut faire venir les produits du client pour faire les tests avec la machine, ça peut être encore plus long. Puis le soutien technique et le service après-vente, également des longueurs, puisqu'il faut envoyer des techniciens chez le client. Puis la prospection également, avec l'envoi de courriel et tout, l'attente des retours, c'est vraiment les faiblesses, c'est vraiment sur tout le temps, dans le fond, la longueur. Pour l'analyse externe, donc les opportunités et les menaces. Dans les opportunités, on a remarqué le marché mexicain que vous voulez rechercher beaucoup. Donc, avec l'ALENA aussi, c'est plus facile de transférer des marchandises et donc de tester leurs produits. Également, il y a le partenariat transpacifique, donc le PDP qui vient d'être conclu dernièrement, qui pourrait aider avec l'Europe, l'Asie, etc., pour l'exportation peut-être de rayons X, etc. Également, l'augmentation de la qualité des produits mis sur le marché. Donc, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits de qualité. Et le produit que vous offrez permet de faire un bon triage et de faire une bonne identification des produits et donc de correspondre à la demande de la clientèle. Par contre, pour les menaces, il y a le taux d'échange de la devise. Vous faites affaire avec une devise américaine. Donc, rendu là, des fois, par contre, pour le Mexique, une devise beaucoup plus faible, ça peut être problématique. On va revenir plus tard là-dessus. Essentiellement, il y a la législation de différents pays qui peut venir contredire également la mise en marché, toujours encore l'exportation, les normes ISO, etc. Et il y a la concurrence qui est quand même très très forte au niveau du rayon X et la technologie de vision. Donc ça aussi, c'est plus à faire attention et à surveiller à ce moment-là. Donc, pour les recommandations face à ces défis-là, concernant la langue, ça serait intéressant de faire un contrat avec un agent commercial. Donc, dans les pays où vous n'êtes pas vraiment implanté, par exemple au Japon, vous avez juste un client. Si vous voulez faire la prospection, ça serait intéressant d'engager à contrat un agent commercial que lui va être spécialisé, par exemple, dans ce pays-là, avec cette langue-là et ces coutumes-là. Donc, en ce qui a trait aux différences culturelles, c'est vraiment d'adapter la prospection qui va être en lien avec l'agent commercial également. Puis, le taux de change, ce serait vraiment de faire un contrat de change avec notre client, pour éviter les variations de celui-ci.
Par la suite, on vous recommande aussi de faire une GRC. En fait, c'est une gestion directement, j'appelle ça un Customer Relationship Management, donc c'est vraiment un CRM. Avec un CRM, on prend comme exemple un peu Salesforce qui vous permettrait de faire un suivi avec vos clients. Dans le fond, on peut aller faire de la prospection très rapidement. Tous nos courriels, on est capable de centraliser nos données. On est capable de savoir à qui qu'on a envoyé les courriels, qu'est-ce qu'on a envoyé comme courriel, c'est quoi les propositions qu'on a fait, etc. Donc, déjà là, ça augmente notre prospection. Tout en augmentant notre prospection, on va augmenter aussi notre nombre de ventes. Donc, je donne un exemple. Présentement, vous êtes à 1 sur 250. Peut-être qu'on est capable d'aller chercher plus de personnes. On va augmenter déjà peut-être 1 sur X. On va en parler peut-être un peu plus tard dans les objectifs. Mais ce qui était très intéressant aussi, c'était le après-vente. Donc, une fois qu'on a vendu, notre client, on l'a approché, notre client, on lui a vendu notre produit, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, nous, on vous propose de rester en contact avec ce client-là. Parce que si vous restez en contact avec, ben là, lui, le service, vraiment l'expérience que vous allez lui avoir fait vivre va être supérieure. Donc, vraiment, client, le service après-vente, c'est ce qu'on focus surtout là, à ce niveau-là. Puis pour rester, dans le fond, pour utiliser ce CRM-là, ce qu'on vous conseillerait aussi, serait d'aller avec un représentant des ventes. Donc, à la base, un représentant des ventes va augmenter la prospection aussi, avec les courriels, etc. Ça va être lui surtout qui va avoir sur son mobile ou son ordinateur, etc., accès à toutes les données qu'on va avoir centralisées. Il va pouvoir contacter la clientèle, donc ce ne sera plus seulement par message. On va pouvoir avoir une voix, on va parler à quelqu'un, ce ne sera pas juste une machine. Donc, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui appelle qui dit « Je serais peut-être intéressé à un de vos produits. » Parfait. Ben, regardez, on vous envoie un représentant, il va prendre vos besoins, faire une recherche de besoins. Une fois qu'on fait la recherche de besoins, c'est très simple de dire « Bon, ben, regardez, moi je vais avoir tel produit pour vous. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? » À partir de là, on a créé un lien avec le client. C'est l'émotion, c'est l'expérience qu'on vous suggère de faire. Et le suivi après-vente, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir l'aider, mais le représentant doit avoir une équipe avec lui. Donc, peut-être un partenariat avec un réparateur local. Dans le fond, présentement, ce que vous suggérez, qu'on a vu dans le cas, c'est d'aller directement au Mexique. Donc, peut-être appeler, rencontrer des partenaires là-bas qui vont dire « Regardez, si j'ai un problème avec ma machinerie, à place de prendre mon technicien, envoyer le technicien au Mexique pendant 1 ou 2 semaines, payer l'hôtel, payer l'avion, en plus de ça, ben, on peut-tu envoyer un de vos techniciens de nos partenaires? Donc, à ce moment-là, on vient d'économiser beaucoup de coûts. On a seulement qu'à payer la main-d'œuvre qui est au Mexique. Sûr et certain, il va falloir former cette main-d'œuvre-là, étant donné que vos machineries sont très, très sophistiquées. Donc, il va y avoir des coûts reliés à ça. On va en parler dans le budget un peu plus tard. Donc, pour les stratégies concernant le Mexique, dans le fond, il y aurait une création d'une expérience client impeccable par une adaptation culturelle de l'offre au marché. Donc, c'est vraiment le déplacement du représentant au Mexique et celui-ci va vraiment connaître les différences culturelles, la langue, il va vraiment être spécialisé pour ce pays-là. Il va également avoir une présence accentuée de l'entreprise au sein du Mexique. Effectivement, avec le partenariat pour les réparateurs, il va tout le temps avoir un contact pour le client, un contact visuel qui va pouvoir l'aider si jamais la machinerie brise. Comme ça, il va tout le temps avoir du service aussi. Donc, bien entendu, au Mexique, il y a des normes environnementales qu'il faut prescrire. À l'international, c'est également la même chose. Donc, on a évalué la minimisation des impacts environnementaux des transports. Donc, avec un partenariat avec, par exemple, un réparateur au Mexique, et éviter les frais de transport aérien pour envoyer un autre de nos responsables ou nos techniciens à nous, ça permet d'économiser les frais de transport, ainsi que les impacts environnementaux, donc du vol, le gaz, etc. Également, on a développé 3 normes, donc la norme ISO 9001-2015, qui est un management de la qualité. Cependant, depuis sa réforme, celle-ci se fait en collaboration avec la 14001, donc elle est compatible, 2015, qui est un système de management environnemental.
Ces deux-là ensemble permettent de gérer mieux les dépenses environnementales, le soutien à la clientèle, les exigences des clients, également les matériaux de construction utilisés, les moyens de transport, etc. Donc vraiment axé sur globalement l'entreprise, donc avec la qualité du produit, mais en même temps un côté environnemental très axé. Et en collaboration avec ces deux-là, il y a la norme 50001 de 2011, qui est un système de management de l'énergie qui se fait encore avec la norme 9001 et la norme 14001, qui va permettre d'économiser beaucoup de coûts d'énergie lors de la production, lors du transport également. Également, il y a des risques suite à l'eau Mexique, un risque financier, comme le taux de change, comme dit tout à l'heure. Donc, on avait prévu un contrat de change qui permettrait de stabiliser le coût de la devise, dans le fond, à ce qu'il y a présentement. Donc, s'il y a une variation trop importante, ça ne pénalisera pas ni l'un ni l'autre, ça va être selon l'entente de départ. Donc ça, c'est très bien. Ça fait juste minimiser les coûts, les risques, ça ne les enlève pas complètement, par exemple. Ensuite, il y a les risques de transport. Donc pour ça, on avait pensé instaurer un incoterm pour les assurances qui va les payer. S'il y a des dommages, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? On va y revenir un peu plus tard sur l'incoterm qu'on a choisi à ce moment-là. Il y a également les risques législatifs, donc les normes, les lois au pays qu'on prend en considération souvent avec l'ANELOC, donc il va falloir vraiment suivre et ne pas trop déroger de ce cadre-là, surtout sur les normes environnementales, les normes de distribution et de vente également. Donc, pour le plan d'action, à court terme, sur un environ 3 à 4 mois, on avait décidé de commencer l'implantation du système de gestion de relations clients, donc du CRM. À ce moment-là, ça va prendre un peu de temps, c'est vraiment juste commencer à l'implanter, commencer à faire la programmation avec une équipe externe à ce moment-là. Également, faire l'analyse socio-culturelle du marché. Donc, le Mexique étant une propre culture différente des Nord-Américains, vraiment faire une analyse de ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent retrouver chez une entreprise qui fait affaire avec eux, chez un fournisseur. Également, commencer l'embauche d'un représentant, donc faire les démarches pour l'embaucher, les entrevues, etc. Ensuite, à moyen terme, donc d'ici la fin de la première année, faire des tests et la mise en fonction du GRC. Donc, faire avec des erreurs, comment ça répond, avec la clientèle, comment ils aiment ça. Également avec le représentant lors de sa formation, voir l'interaction, comment ça va. Peut-être instaurer aussi avec les clients actuels de l'entreprise à ce moment-là. Ensuite, on va former le représentant en parallèle avec la culture locale. Donc, pour envoyer un représentant au Mexique, on va l'habituer à la culture. On pourra le former sur ce qui est important là-bas, la manière de parler, les mots utilisés, le langage. Évidemment, on veut que ce représentant-là puisse parler espagnol, donc, pour aller rejoindre le plus de gens possible, les clientèles, étant donné que les seules ventes que vous avez réussi à faire au Mexique sont sur 3 clients qui pouvaient parler anglais, mais les autres, ça ne fonctionnait pas à cause qu'ils ne parlaient pas anglais ou français. Également, commencer les préparatifs pour la prospection. La prospection est un très long cheminement. Donc, c'est important là, de vraiment faire étape par étape selon les normes du pays. Donc, de faire la recherche au pays, d'y aller, de rencontrer des gens. On va y revenir un petit peu plus tard aussi. À long terme, donc à la suite de cela, on va participer à des foires et des salons commerciaux. On va aller rechercher le plus de fournisseurs possible, de clients également. Ça va permettre de rentrer, de faire un contact aussi avec la clientèle et le représentant, pour ensuite que la direction, avec peut-être toujours du représentant qui va parler la langue locale, de pouvoir rencontrer le client, tel les désirs souvent des clients au Mexique qui veulent vraiment beaucoup vous rencontrer lorsque vous y allez ou pour faire affaire avec vous. Ensuite, on va faire les négociations avec les clients, donc on va renégocier les assurances, les incoterms, on va négocier également le prix de A à Z pour être sûr que ça correspond toujours aux besoins, à vos besoins et aux besoins du client dans la marge de prix qu'il souhaite. Et à signature du contrat et ensuite la vente à ce moment-là. Donc, on remarque pour commencer qu'on va faire l'implantation du système de gestion de relations clients qui va nous mener ensuite à l'analyse de la culture mexicaine. Donc, vraiment être sur le présent sur le marché, faire une analyse, c'est quand même très coûteux. On remarque que l'implantation est avec 20% sur le budget et ensuite l'analyse du marché de 15%. C'est sûr que pour le budget, on n'avait pas les chiffres, donc on a essayé d'estimer le plus possible de quoi ça pourrait avoir l'air sur 2 à 3 ans, donc en termes de coûts. Donc, après ça, on va faire l'adaptation du site Internet ainsi que des brochures et des fiches techniques. Donc, je m'explique.
Quand on va faire la prospection là-bas, avec l'analyse de la culture, on va adapter le site Internet, on va mettre une page en espagnol, peut-être aller rechercher aussi un peu les couleurs du Mexique. Et les brochures, les fiches techniques vont être également adaptées en espagnol, toujours pour répondre aux normes qui peuvent être des lire. Donc c'est très important à ce moment-là. Par la suite, on va envoyer le représentant parlant la langue du pays qu'on va embaucher, qu'on va envoyer là-bas. Il va nous mener... Est-ce que le représentant pourrait être embauché au Mexique? Oui, il pourrait être embauché, faire un partenariat avec longtemps avec un représentant. Des fois avec des agences de commerce pour plusieurs années s'il y a un contrat. Ça pourrait être une très bonne idée. Puis ça permettrait également d'encourager la communauté locale, évidemment. Ensuite, il y a le service de délégués commerciaux du Canada au Mexique, donc en parallèle avec l'ambassade. Donc on peut faire affaire avec eux pour avoir des contacts aussi. Donc savoir quel partenaire on pourrait avoir, quel client, qu'est-ce qui serait intéressant au marché, dans quelle région du Mexique. Donc pourquoi aller n'importe où au Mexique, qu'est-ce qui pourrait être vraiment intéressant à ce moment-là. Donc on avait Mexico, Monterrey et Guadalajara. Désolé pour la prononciation. Donc, c'est les trois endroits où le service des délégués commerciaux ils font affaire. Donc, c'est les trois principales zones qui vont regrouper beaucoup de clients et de partenaires potentiels pour l'entreprise. Ensuite, on allait faire les salons ou les foires commerciales locales, évidemment. Donc, vraiment, des fois ça va être international, des fois ça va être national, mais aller rechercher le plus possible de clients potentiels, de faire beaucoup de réseautage, là, des fois du bouche à oreille. À l'international, ça permettrait également de faire une vision sur le reste du monde. Donc, des fois, aller chercher des clients ailleurs qu'au Mexique, alors qu'on vise le Mexique, ce qui pourrait être intéressant aussi pour votre entreprise à ce moment-là. Ensuite, on cherchait le partenaire de soutien technique. Donc, évidemment, si la machinerie brise et que c'est un problème majeur, c'est difficile pour votre entreprise d'envoyer un technicien là-bas. Ça lui prend plusieurs jours. Se rendre, c'est très coûteux. Donc, pour les problèmes surtout d'urgence, le partenariat servirait à agir immédiatement et toujours avec le système de gestion qui permettrait les feedbacks du client à ce moment-là. Donc, ça serait rapide. On pourrait toujours adapter notre service aussi avec ça. Ensuite, l'Incoterm qu'on a choisi, c'est DDP Mexique. C'est l'Incoterm 2010 dans les derniers. Donc, lui, ça permet donc du départ de l'usine jusqu'à l'arrivée sur les lieux, soit à l'entrepôt, soit à l'usine. Là-bas, on va payer les frais. Par contre, on ne paiera pas les assurances du transport, ça va être à la charge de l'acheteur. Cependant, on va aussi payer les frais de douane pour transférer. Donc, souvent que l'année longue, on va avoir des frais moindres, diminués, ce qui pourrait être très avantageux pour votre entreprise à ce moment-là. Et on a décidé de faire l'installation aux frais de l'acheteur. Donc, il achète le produit, on paye pour se rendre là, sauf l'assurance, mais il s'occupe de l'installation dans son entreprise avec nos installateurs, évidemment, vos installateurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Finalement, il y a la signature du contrat et la vente du produit qui se fait donc avec la distribution par camion à ce moment-là, qui va se rendre au Mexique pour se faire installer. Donc, pour le reste du budget, on avait déterminé que les sites, l'adaptation du site Internet, la création de brochures, également les fiches techniques, seraient d'environ 5% du budget total. Ensuite, le représentant qui comprend l'embauche, la formation à la machinerie, au système de gestion de la relation client, ainsi que la prospection quand il va aller au pays, donc les foires, etc., serait d'environ 25%, donc c'est sur une longue période, on a mis un plus gros montant. Les foires et salons commerciaux qui sont très coûteux, ça aussi on a essayé de mettre 25%, les fois on va en avoir plus qu'une. Et il y a les frais de voyage, les frais d'hôtel, nourriture à prendre en considération dans ce 25%-là. Finalement, le partenaire de soutien technique, on avait décidé de mettre 10%. Donc, un contrat, 10% du budget pour la formation et pour les services. Toujours de façon, on a vraiment fait une hypothèse du budget à ce moment-là. Si je peux me permettre de rajouter aussi, concernant l'analyse de la culture mexicaine, ça va surtout être avec les sites gouvernementaux qui vont pouvoir nous aider. Puis, les salons commerciaux locaux, on en avait trouvé un au Mexique, cependant, on ne l'a pas inclus parce qu'il est à la fin janvier et on considère que ça prend beaucoup de préparation pour ça. Donc, on a vraiment laissé ça à votre discrétion. Pour conclure, en fait, nous avons mis une petite citation de Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon. Nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous sommes les autres. C'est notre travail d'améliorer leur expérience un peu plus à chaque jour. Donc, c'est notre travail et c'est votre travail de dire à vos clients, regardez, nous sommes là pour vous. Donc, nous voulons que vous ayez la meilleure expérience pour vous afin que vous nous aimiez en quelque sorte.
Et maintenant, je devrais vous dire qu'il est temps d'embarquer dans l'expérience Lizotte Machine Vision. Merci de votre attention. Nous sommes prêts pour une période de questions. Vous avez parlé d'embaucher un représentant pour les ventes. Est-ce que vous avez pensé aussi, est-ce que Lizotte devrait peut-être faire un partenariat avec un manufacturier ou quelques manufacturiers au Mexique pour faire la construction au Mexique de la machinerie au lieu de... Bien, c'est-à-dire que toute l'expertise se retrouve vraiment ici, sur place. Donc, on voulait vraiment garder le produit canadien, dans le fond, pour avoir la notoriété de celle-ci. Puis, ça coûterait peut-être un petit peu cher d'avoir une usine de fabrication au Mexique. Si vous voulez vraiment l'international, c'est mieux de concentrer juste sur une usine, surtout que vous commencez avec quelques clients à la fois, puis d'exporter. Donc, on trouvait que c'était plus juste d'envoyer des représentants au lieu de construire une nouvelle usine. Évidemment, peut-être que dans une aventure future où ce que le marché est vraiment prometteur, que ça fonctionne, évidemment, et qu'il y a de plus en plus de clients, qu'on est plus capable de répondre à la demande du Canada ici, il pourrait être intéressant à ce moment-là de peut-être construire une usine. Si les prix le permettent, des fois, ça peut coûter quand même cher en termes de fourniture. Est-ce qu'ils ont la fourniture et les éléments nécessaires? Donc, il faudrait voir à ce moment-là. Et également avec l'international, les autres pays comme il y avait le Brésil, exactement, le Portugal, le Japon qui fait partie de vos clients. Donc, à ce moment-là, il faudrait voir si on peut fournir en toutes les demandes, puis envisager avec ça, dans le grand futur à long terme. Vous avez parlé de considérer embarquer dans les méthodes ISO, avoir juste un représentant en partant qui apprenne le produit, sans ligne, vous avez une petite équipe au bureau de 15 personnes. Comment est-ce qu'on embarque dans les méthodes ISO sans frapper le mur? Donc, les normes ISO, ils vont permettre vraiment d'accroître la crédibilité. C'est sûr que c'est long à avoir une norme, ça prend beaucoup de temps, c'est coûteux. C'est pas nécessairement sur une année qu'on va faire ça, souvent ça va être sur une plus longue période. Donc, juste d'essayer de tendre vers ça, de faire des démarches que déjà le client va voir, vous faites des démarches pour vous rendre, avoir cette norme-là. Donc, peut-être que ça va prendre 3 ans, peut-être que ça va en prendre 2, peut-être plus. Donc, à ce moment-là, ça va permettre vraiment d'accroître la crédibilité auprès du client et lui, ça va le rassurer. Comme l'ISO 9001-2015 pour le management de la norme de qualité, lui va permettre vraiment de s'assurer que le client va avoir des produits qui correspondent à ses besoins et qui fonctionnent avec ses aliments, ses produits locaux là-bas. Quel pourcentage de notre marge vous pensez qu'on va perdre en embauchant quelqu'un là-bas? Je dois vous dire que oui, je suis bien d'accord avec vous qu'on va perdre une partie de la marge à l'intérieur de cet achat-là. Par contre, il faut constater aussi qu'on a un retour sur investissement qui est assez intéressant. Je donne un exemple. Présentement, vous êtes à 1 sur 250. Si jamais vous venez à être une machine vendue sur 100 prospections, en fait. Bien, déjà là, vous venez de faire, en moyenne, faites 150 000 à 500 000, dépendamment de la machine que vous vendez. Malheureusement, on n'avait pas la marge bénéficiaire pour pouvoir calculer exactement combien de temps à peu près que ça prendrait. Par contre, il faut aussi considérer que c'est quand même là minimum 150 000 qui rentrent de plus dans vos coffres. Donc, le retour sur investissement va se faire là, oui, à court, moyen terme, mais il va se faire. Vous avez aussi parlé d'un représentant du Mexique. Est-ce qu'on va faire un focus sur une région du Mexique? Est-ce qu'on regarde à tout le Mexique? Parce que vous avez aussi parlé de faire des contacts avec l'ambassade du Canada au Mexique, ainsi que les consulats à Guadalajara et à Monterrey. Ça va être vraiment de cibler nos clients à travers tout le Mexique. Nous, on a vraiment pris le pays au complet parce que c'était vraiment le pays qui vous intéressait. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des régions dans le pays qui vont avoir plus d'usines ou de manufactures pour ce type de produit-là. Donc, c'est sûr qu'avec la prospection, le représentant va pouvoir vraiment cibler où est-ce qu'il va la faire, là, avec ses recherches et tout aussi. Là. Si je peux me permettre aussi, avec le CRM, ça va nous permettre directement d'avoir plus de monde, d'envoyer plus d'emails, plus de correspondance, puis plus de prospection aussi. Donc, si notre représentant doit aller dans X, Y, Z région, ben, il va être bon pour se déplacer, aller voir les entreprises qui ont besoin de nous, étant donné qu'on n'est pas fermé non plus à aucun client là, au Mexique. Et c'est quoi votre échelon que vous avez court terme, moyen terme, long terme? On parle-tu de 2 ans, 1 an?
On parle beaucoup plus d'un environ d'un 2 ans. Donc, 1 an pour faire la préparation, implanter le CRM. Ensuite, l'autre année pour faire la recherche des clients, les foires, trouver le partenaire et acheminer la marchandise s'il y a lieu à ce moment-là. Et puis, est-ce que vous avez regardé les produits spécifiques? Parce qu'on fait, pour les fruits de mer, on fait alimentation. Est-ce qu'on va faire un focus au Mexique sur un... Mais nous, on s'est vraiment concentré sur les fruits de mer parce que c'était vraiment l'industrie qui était le plus en vogue, la plus grande avec le plus de la meilleure croissance. C'est ça, exactement. Ouais. Merci. Merci.